Coucou, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes donc lundi 13 octobre. C'est parti, on y va. Il fait un temps splendide, moi ça me déprime, hein, je vous jure, le gris, le ciel lourd, etc. Vraiment c'est pas mon truc. Bon bref, peu importe, c'est pas grave, écoutez, on va rentrer dans un tunnel pour moi qui ne va finir que au mieux en mars. Voilà, il faut que je prenne des forces intérieures pour passer cette période déprimante, mais bon. C'est pas grave, on va survivre. Si au moins il faisait beau, ça irait. Mais bon, soit, bref. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens donc pour vous faire un petit point lecture puisque j'ai lu 2 livres. J'ai avancé 2 autres livres, ce qui est pas trop mal, hein, puisque finalement j'ai clôturé le dernier vlog samedi, donc ça sur dimanche dans la journée et le soir. Je trouve que j'ai plutôt bien avancé pour une fois, donc je suis assez contente. Commençons par une relique qui est restée en pause beaucoup trop longtemps et c'est Solarpunk, qui est donc une anthologie des moutons électriques, anthologie de Solarpunk a priori. On nous dit derrière, loin de la science-fiction militariste et des dystopies, le genre Solarpunk propose des récits utopistes et écologiques, imagine des futurs meilleurs et propose des axes de réflexion pour penser l'avenir sous l'angle de l'espoir. Une des particularités du Solarpunk est qu'il s'agit d'un mouvement autogéré international qui publie des anthologies un peu partout. Il n'était pas encore paru d'anthologie francophone de Solarpunk, le moment nous a semblé bon pour le faire en fêtant le 20e anniversaire des moutons électriques avec des nouvelles d'eux et tous les gens qui ont écrit pour cette anthologie. Alors, pourquoi j'ai mis du temps à le lire? Non pas parce que c'était pas bon, c'est surtout que c'est, comme je vous disais, je pense il y a pas longtemps, je sais plus où je disais ça, le problème des anthologies et des recueils de nouvelles, c'est que d'un côté, vous pouvez en lire une par-ci par-là et le caser entre 2 lectures, et l'autre pendant de la chose, c'est que du coup, potentiellement, ça peut traîner. Et en fait, si vous voulez, le début de cette anthologie ne m'a pas convaincue. Pas dans le sens où je trouvais pas ça bon, même s'il y a des nouvelles que j'ai pas aimées, mais dans le sens où je voyais pas trop le côté Solarpunk pour certaines nouvelles. Et donc j'étais un peu perdue. Je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu plus Becky Chambers, j'ai envie de vous dire. Alors c'est moche, hein, parce que du coup, effectivement, on ne peut pas ramener tout le Solarpunk à Becky Chambers. Mais bon, j'avais des attentes forcément, et c'est logique, hein, c'est toujours le cas. Ceci étant dit, passé, je sais plus très bien quelle nouvelle a un peu fait basculer ça de manière plus définitive. Alors attendez, je vais vous dire parce que je me souviens de quelle nouvelle c'était, mais je me souviens plus du titre. Quelque part entre celle de Mélanie Fievé et celle de Dominique Warfa, donc un point au large et sur des longueurs océanes qui ont fait un peu plus basculer l'ouvrage dans du Solarpunk, et ça a commencé à être beaucoup plus intéressant selon moi. J'ai adoré la nouvelle de Silène Edgar 1er mai que j'ai trouvé hyper intéressante, vraiment, qui était très chouette. J'ai beaucoup aimé ensuite la nouvelle de Christine Luce, La pluie coule entre nos doigts, qui était vraiment très intéressante et qui se rapprochait le plus pour moi de ce que j'attendais du Solarpunk, puisque par exemple, je vais vous donner des exemples de nouvelles, hein, ce sera plus parlant. La pluie coule entre nos doigts, c'est l'histoire d'humains qui sont allés sur une autre planète où il pleut absolument constamment depuis un certain temps maintenant. Je crois qu'il y a des générations d'enfants qui sont nés sur Terre et arrivés là, mais on est sur les derniers, hein, vraiment, ça fait quand même un certain temps qu'ils sont là, et des humains de la Terre arrivent, et donc forcément, il y a cette planète qui doit les accueillir, qui va les accueillir, mais qui a une façon de vivre et des exigences que les autres humains ne sont pas très chauds pour respecter. Donc c'était hyper intéressant, la fin était très intéressante aussi. J'ai adoré la nouvelle La succulente de Chloé Chevalier, nouvelle que j'attendais avec beaucoup d'impatience, j'avais très très envie de la lire. Je l'ai trouvée très chouette, très métaphorique, mais il y avait quelque chose d'un peu Utopia de Camille Le Boulanger dans cette nouvelle par certains fonctionnements, mais c'est une nouvelle qui est très métaphorique, vraiment, il y a un côté assez déstabilisant. Ceci étant dit, j'ai beaucoup aimé parce que pareil, ça fonctionnait très bien pour moi dans le côté Solarpunk. On suit une petite fille qui va trouver une petite pousse de succulente, qui va la faire pousser, qui va en faire son amie, et on va la suivre en fait de son enfance jusqu'à l'âge
adulte, voire même jusqu'au moment où elle devient grand-mère, je crois. Et c'était très très métaphorique, mais c'était très intéressant. Il y avait tout l'aspect de l'enfance qui était passionnant, et aussi le côté boucle de la vie, ce que l'on vit enfant et ce que l'on reproduit quand on est adulte. C'était très chouette. J'ai beaucoup aimé la nouvelle de Jeanne-Mariem Corrèze, serveur autonome pour la sauvegarde de l'habitat alpin, qui était l'une des plus réussies, en tout cas pour moi, dans l'aspect solarpunk de la thématique, même si la fin était extrêmement abrupte et qu'on a très envie de savoir ce qui se passe après. Moi, j'aurais voulu voir cette petite nouvelle dans un grand format, mais soit. J'avais beaucoup aimé aussi Ce qui n'est pas nommé de Roland Wagner, puisque là, ça va être autour du langage et de comment la langue permet de penser le monde, et est-ce que simplifier la langue ne permettrait pas de simplifier les passions humaines et d'éviter certaines choses. Par exemple, si on efface le mot guerre, mentir, voilà, du vocabulaire des gens, est-ce que du coup les gens ne pensent pas le concept et ne le font pas, vous voyez? Et c'était hyper intéressant. Alors, très particulier, avec des noms assez compliqués, voilà, mais très très intéressant, vraiment. Il y avait vraiment une réflexion pour le coup qui était passionnante. J'ai aussi beaucoup aimé Voyageuse de Xavier Dolo. Je vais pas toutes vous les faire parce que sinon on va y passer la journée, qui était très chouette parce que là c'était aussi extrêmement solarpunk. On est dans une espèce de monde post-apo où les gens vivent enfermés dans des maisons autonomes où on ne sort pas de chez soi, c'est nos androïdes ou nos IA qui communiquent avec l'extérieur, et il y a quelque chose qui va tomber sur Terre, et une petite fille qui est orpheline parce que ses parents sont morts lors d'une des dernières sorties qui a été autorisée, va se demander ce que c'est et aller chercher, et c'était vraiment très chouette. Pareil, j'aurais adoré voir ça en grand format, c'était très très cool. Voilà. Bref, il y avait du très bon, il y avait du bof, en tout cas moi qui ne m'a pas plu. Je ne vais pas m'attarder sur celles qui m'ont moins plu parce que c'est pas forcément l'intérêt, mais il y avait des choses très intéressantes, il y avait de réelles propositions. Donc si jamais ça vous intéresse, je sais que certaines personnes me demandaient lesquelles lire, eh bien celles que je vous ai citées étaient très chouettes, j'ai trouvé ça très bon, j'adorais les voir développer dans un format bien plus grand. Donc somme toute, c'est une anthologie qui, comme toutes les anthologies, a des nouvelles qu'on aime, d'autres qu'on aime moins, et c'est normal, et c'est le jeu, et je m'y attendais. Je suis assez contente de l'avoir terminé parce que j'ai découvert de très bonnes choses et de très bonnes idées, et vraiment c'était intéressant. Même celles que j'ai moins aimées parfois étaient intéressantes. Donc voilà, c'est terminé. C'était intéressant, je peux vous recommander si vous avez envie de découvrir des plumes d'auteuristes francophones, avec une petite préférence pour celles que j'ai citées. Du coup, hier, je ne voulais pas attaquer quelque chose de nouveau, mais en même temps, j'avais envie de sortir quelque chose de ma palle, parce que j'ai des lectures en cours après, qui sont déjà en cours et donc déjà officiellement sorties de ma palle, et je voulais faire avancer un peu ma palle, donc je me suis dit que la bonne idée c'était de sortir un graphique, et j'ai sorti D'or et d'oreiller de Flore Vesco, illustré par Mayalène Gouste, qui est d'une beauté exceptionnelle. En fait, alors, comment vous en parler? En gros, l'histoire D'or et d'oreiller de Flore Vesco, c'est un espèce de, pas de prince, mais de noble qui revient dans le domaine familial qui avait été un peu délaissé, un peu abandonné, et il annonce très clairement qu'il recherche une épouse, mais pour ça, il y a une épreuve à passer. Il faut que la jeune femme qui souhaite l'épouser dorme seule dans une chambre du château, sans nounou, sans, vous voyez, ce qu'on faisait à l'époque, j'ai perdu le nom, de personne qui est censée surveiller les jeunes femmes pour qu'il ne leur arrive rien et qu'elles ne fassent pas des choses avec des jeunes hommes, en gros, c'est ça l'idée. Et donc, c'est déjà très intéressant dès le début, parce qu'évidemment il y a toute cette hypocrisie des mères qui disent oh là là, mais on peut pas faire ça, quel goujat, jamais j'enverrai ma fille, et toutes le font dans le dos des copines, voilà. Et ce qui va se passer, c'est que donc nous on suit une famille en particulier avec 3 jeunes filles qui vont aller dans ce château et qui vont passer cette épreuve. La réussir ou pas, je ne vous dirai pas. Et ces 3 jeunes filles sont accompagnées de Sadima, qui est leur servante, femme de chambre en gros, mais je veux pas trop vous en dire parce que moi j'avais aimé me laisser surprendre à la fois par l'écriture, par l'histoire, par les rebondissements et par le ton du récit. C'est un texte que j'avais adoré. Je sais qu'il ne fait pas de l'unanimité parce que c'est particulier et je l'entends totalement. C'est à la fois un jeu sur la langue, comme c'est très bien le faire Flore Vesco, c'est un jeu sur les codes du conte puisqu'on reprend un petit peu l'histoire de la princesse au petit pois pour le détourner. C'est un jeu sur le vocabulaire, c'est un jeu sur aussi les sous-entendus et les métaphores, notamment tout ce qui a rapport au corps, à la sexualité que l'on découvre. Donc j'entends que ça ne puisse pas plaire à tout le monde. Ceci étant dit,
je pense que rien que pour la beauté des illustrations, même si vous n'avez, alors si vous avez détesté, non, hein, si tout ce qui a rapport au corps vous dégoûte, non, mais si vous avez apprécié, mais voilà, ou si vous n'étiez pas très convaincu, rien que pour la magnificence de ces illustrations, ça vaut le coup. Je trouve que Maya Langouste ici fait un travail exceptionnel parce qu'elle parvient à saisir l'âme, à saisir tout ce qui est un peu du domaine de l'imperceptible, ou en tout cas du pas descriptible, vous voyez, de l'ambiance, de tout ce que Flore Vesco ne dit pas ou dit en négatif des mots, et à le mettre en image. Elle a, avec beaucoup de finesse, je trouve, réussi à mettre en image, avec des illustrations, tout ce qui était décrit mais qui était un peu ellipsé, et elle parvient à recréer une ambiance. Et moi, c'est quelque chose pour laquelle je suis extrêmement admirative. Réussir à prendre un bouquin qui est quand même assez particulier, qui est difficile de représenter. Même moi, j'avais du mal à certains moments à me représenter certaines choses. Elle parvient à le représenter, elle parvient à en faire quelque chose de magnifique, c'est incroyable. Le jeu sur les couleurs, le jeu sur les ambiances, le jeu sur les zooms, les dézooms, je vais vous mettre des images dans tous les cas, les zooms, les dézooms, les perspectives, que ça soit dans les escaliers qui ont l'air infinis, que ça soit sur, je sais pas moi, sur la manière dont sont découpées les cases, enfin tout est incroyablement beau et intelligent. Vous avez des planches d'une beauté, moi j'ai qu'une envie, c'est de les afficher sur mon mur tant c'est magnifique. Les scènes un petit peu plus sensuelles sont extrêmement réussies parce que à la fois suggestives mais en même temps assez explicites. C'est incroyable. Le travail de cette illustratrice avec ce bouquin, c'était la rencontre idéale. C'est extrêmement beau, c'est extrêmement bien fait. Ça peut être, je pense, relativement perturbant parce que je pense que si on n'a pas lu le bouquin, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne saisit pas parce que l'illustratrice ne peut pas tout mettre. En fait, il y a un moment, ça reste de l'illustration. Le principe, c'est justement que ce soit pas un roman, donc qu'il y ait moins de mots que dans un roman. Mais en fait, lisez les deux, j'ai envie de vous dire, hein, parce que les deux sont excellents. C'était incroyable. J'ai adoré. Je pourrais passer ma vie à feuilleter ce bouquin, à le regarder, regarder chaque détail. Je me demande vraiment comment dans la tête de l'illustratrice ça s'est créé, comment elle a réussi je sais pas, à se représenter ça et à se dire bah là si je fais ça, si je mets ça, si j'associe ça avec ça, enfin moi je suis vraiment ultra admirative. C'est incroyable parce que c'est un livre qui est particulier et c'était un défi je pense de le représenter. Je vous fais toutefois un petit trigger warning, il y a un passage où Sadima va chasser et il y a des planches autour de la chasse et du dépeçage de cet animal qui est un lapin. Je pense que ça peut trigger les personnes évidemment qui sont très sensibles par rapport à ça. Ça a du sens dans l'histoire, ça a du sens par rapport à tout le reste, c'est pas gratuit, mais je vous préviens, il y a un passage, donc quand vous arriverez au passage où vous la voyez chasser, on la voit chasser, donc c'est explicite mais c'est pas choquant. Après il y a 4 planches, 5 planches peut-être, qui peuvent être un peu trigger, donc que vous pouvez passer et peut-être voilà ne pas regarder si jamais, mais je vous le dis dans tous les cas. Soit donc j'ai lu ce graphique que j'avais reçu en service de presse et je suis extrêmement reconnaissante de la part de l'école des loisirs et de Rue de Sèvres de me l'avoir envoyé parce que quelle merveille, quelle pépite. Je pense que clairement ça va faire partie de mon top 3 de mes graphiques préférés de tous les temps, tellement je le trouve magnifique. Voilà, je ne peux que vous encourager à découvrir cet ouvrage avec tout ce que ça implique. Voilà, le sens premier, l'histoire en elle-même, tout l'implicite, tout ce qui n'est pas dit et toutes les thématiques abordées, que ça soit le classisme, que ça soit le consentement, les relations amoureuses, la découverte de la sexualité, la découverte du corps et voilà, tout ce qu'il y a autour de ça, je trouve que c'est vraiment excellent. Voilà, tout simplement. Donc c'est tout pour les lectures que j'ai lues, terminées. J'ai beaucoup parlé, mais en même temps vous comprendrez bien que j'avais beaucoup de choses à dire. J'ai avancé 2 livres, du coup ensuite, après avoir terminé ça, j'ai avancé 2 livres. J'ai commencé par reprendre la lecture d'Ariane que j'avais peu avancé. Je crois que
et je crois que Pénélope est un petit peu plus loin que moi. Très honnêtement, je ne vais pas le laisser traîner parce que sinon ça va me saouler. En fait, là, je suis dans vider les livres que j'ai en cours et qui traînent. Donc je vais lire ça, je vais avancer toutes mes lectures. Je dis pas que j'en commencerai pas une autre, mais je veux vraiment terminer du livre qui traîne et Ariane en fait partie, donc je vais l'avancer. Je vais en parler avec Pénélope, je vais voir si ça la dérange pas que je l'avance. Et voilà, j'ai rien à en dire. J'ai lu 2-3 chapitres, j'ai pas beaucoup avancé, j'en suis à 90 pages. Je n'ai rien à en dire, je vous avoue que ce livre pour le moment me laisse un peu de marbre. Je dirais pas que c'est mauvais, mais il n'y a rien d'incroyable. Après, encore une fois, j'ai lu 90 pages sur presque 400, donc voilà, c'est peut-être encore le début, hein. Là on est encore au moment où elle rencontre Thésée, il commence à penser un petit peu le plan d'évasion et tout ça, donc je sais pas, je peux pas vous en dire plus. Pour le moment, ça se lit très bien, hein, parce que voilà, c'est pas compliqué, mais c'est pas incroyable, voilà. En revanche, hier on a avancé une valse pour les grotesques de Guillaume Chamanadjian, et ça c'était trop cool, vraiment bien trop cool. J'adore ce bouquin, je suis totalement prise dans l'histoire, prise dans l'ambiance pensée par Chamanadjian et qu'il parvient à retranscrire avec brio. Je sais pas si c'était comme ça dans sa tête, mais c'est génial, ça vous emporte. Il y a beaucoup de personnages, il y a des vibes à la capitale du Sud. Alors je dirais pas que c'est dans l'histoire ou dans les personnages en soi, mais dans vous savez, cette chose, encore une fois, un peu imperceptible que vous ressentez des bouquins, je pense que c'est totalement dû à l'écriture de l'auteur, tout simplement, hein, c'est sa manière d'écrire qui fait ça, mais du coup, je pense que Chamanadjian a une patte particulière, c'est ce genre d'auteur que si vous le lisez à l'aveugle, vous pouvez reconnaître son écriture, parce qu'il y a quelque chose qui est très à lui et qui avec moi, fonctionne hyper bien. Vraiment, je suis toujours happé par sa plume, par ses histoires, par ses personnages, par sa manière d'écrire. Il a une vision qui est très légèrement décalée par rapport à la norme, entre guillemets, ou à ce qu'on peut voir habituellement, et ça fonctionne super bien. Donc je suis totalement séduite, j'ai très envie de continuer. On va continuer très tranquillement avec Pénélope, on a lu 128 pages, donc on va avancer ça un petit peu au fur et à mesure de tous les jours. Donc c'est tout. Objectif de cette journée, enfin de cette semaine, je sais pas trop vous dire. Évidemment, terminer ces 2 livres-ci. Voilà, hein. Je vous ai dit, je vais terminer du bouquin. J'avais aussi attaqué la harpiste des terres rouges que je compte bien terminer cette semaine. Donc si j'arrive à terminer ces 3 livres-là, déjà, je pense qu'on pourra dire que c'est un petit pari de gagné et de réussi. Pour le reste, je ne sais pas, je caserai sûrement des graphiques entre deux, puisque je dois recevoir, je crois, cette semaine, l'atelier des sorciers. Je crois qu'il sort demain ou mercredi peut-être. Je vais peut-être avancer les mangas que j'ai achetés. Et je vous ai dit que j'avais fait une commande. Je vous l'ai dit ou pas, je ne sais pas. J'ai fait une commande de manga. Donc parce que voilà, c'est très bien parce que ça me fait du bien entre deux de lire du graphique, donc ça va très bien tomber. Voilà, j'ai été très très longue pour cette intro, mais écoutez, j'avais des choses à vous dire. Je ne pense pas que ça sera comme ça tous les jours, dans le sens où déjà j'arrive pas à filmer tous les jours, et puis je pense pas terminer de livre là bientôt. J'ai aussi Véridienne en cours, je dois attaquer la dernière saison de Selim en lecture commune sur le Discord, donc autant vous dire que je ne pense pas terminer grand chose avant la fin de semaine. Mais peut-être, qui sait. Bref, je vais vous laisser pour cette intro. Voilà, il est temps pour moi d'aller faire autre chose et puis j'ai faim. Donc je vais vous laisser. Je vous fais des bisous et on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes mardi 15 octobre. Je reviens pour faire un point lecture puisque je réfléchis à ce que j'ai lu hier. Il y en a un, je sais, mais est-ce que... Oui, si, j'ai avancé de lecture. J'ai repris la lecture d'Ariane de Jennifer Saint. Je vous ai dit que j'aimerais bien terminer du livre pour attaquer autre chose et j'ai des choses à attaquer. Donc, j'ai très bien avancé, voilà, parce qu'il me reste la partie 3 et 4 qui sont toutes petites par rapport à la partie 1 et la partie 2. Qu'est-ce que je peux vous dire d'Ariane ? C'est pas une mauvaise lecture, c'est pas mauvais. Mais c'est pas incroyable. Voilà. Très honnêtement, je trouve qu'il y a de bonnes choses qui n'ont pas été exploitées et que de fait, on exploite des choses
peut-être un peu moins intéressante, ça veut dire que j'ai un peu cette sensation que c'est hyper factuel, que je lis le mythe de base qui aurait été mis en mots, un petit peu plus féministe que le mythe de base, parce qu'il y a des petites réflexions à certains moments, parce que voilà, on ne présente pas les personnages féminins comme des cacas, mais très honnêtement, le mot féministe est un petit peu tiré par les cheveux, parce que c'est pas incroyable non plus. Donc en gros, on suit Ariane, donc dans la première partie, sa rencontre avec Thésée, tout ce que vous connaissez avec le labyrinthe, Dédale, le Minotaure et compagnie, et le moment où il l'amène sur l'île de Naxos et où il va l'abandonner, hein, c'est ça le mythe de base. Ariane est abandonnée sur l'île de Naxos après qu'il ait profité de sa naïveté, dirons-nous. Et on suit aussi en parallèle Phèdre, donc la petite sœur d'Ariane, qui elle va être promise, mariée à Thésée, puisque Thésée va dire que lorsqu'ils ont fait halte sur le retour pour Athènes, un serpent envoyé par Athéna a tué Ariane. Donc personne ne sait qu'Ariane est en vie sur son île toute seule, et Phèdre n'a pas trop le choix, hein. C'est-à-dire que quand son frère Deucalion revient pour récupérer le trône et prendre la tête du royaume, il lui dit tu vas épouser Thésée, puis c'est comme ça, puis c'est tout. Donc il va et elle épouse Thésée. Donc en fait, nous, ce qu'on suit, c'est les histoires des sœurs qui sont en parallèle, qui chacune vit sa vie, en sachant que personne, à part un dieu, ne sait qu'Ariane est en vie. Donc voilà, je vais pas forcément vous en dire plus, je vous laisserai découvrir la suite. Ce que je viens de vous dire, c'est vraiment l'histoire de base, hein. Je pense que c'est ce qui est le plus connu. Moi, il y avait des choses que je ne savais pas forcément trop sur ce qui se passe après pour Ariane, donc je les découvre, mais j'ai vraiment justement l'impression de découvrir un mythe qui aurait été modernisé parce que réécrit de manière moderne, mais pas tellement plus. Ça veut dire que c'est factuel, voilà, c'est très factuel. Je suis assez étonnée. Je m'attendais quand même à quelque chose d'un petit peu plus romancé, j'ai envie de vous dire. C'est pas tellement le cas, en fait. Enfin, c'est forcément le cas, puisque ça reste un roman, mais c'est très proche des événements qu'on peut connaître de la mythologie. Et même si, comme je vous dis, il y a des petites pointes des petites touches comme ça, très légères de féminisme, ça reste assez superficiel et c'est pas follement passionnant, sans être franchement mauvais. Je peux pas dire que je déteste ma lecture, ça se lit bien, ça se lit vite, mais c'est pas passionnant. Voilà, je sais pas quoi vous en dire de plus, très honnêtement. Voilà, je le lis parce que ça se lit bien. Je pense que si ça avait été plus complexe, j'aurais laissé tomber parce que je m'ennuie un peu, honnêtement. Il y a des passages où je saute un peu des paragraphes à certains moments parce que c'est un petit peu longué pour pas grand-chose. C'est dommage parce que je pense qu'il y avait de quoi faire quelque chose de beaucoup plus engagé, de plus profond, même en termes d'émotions et de sentiments. J'ai eu l'espoir sur la sur la partie 1 et fin de la partie 1 qu'il y aurait quelque chose au moins à minima de profond en termes d'émotions et de sentiments, et c'est pas le cas ensuite, donc c'est un peu dommage. Je pensais qu'on allait, à défaut de changer le mythe et de le réécrire de manière beaucoup plus engagée, avoir quelque chose de plus introspectif sur ce que ressentent ces deux jeunes femmes, et non en fait. Donc bon, voilà. C'est pas mauvais, mais est-ce que ça vaut les 25 € que j'ai payé pour ça? Non. Voilà, hein, concrètement, non, je peux vous le dire, ça ne... pléthore d'autres livres plus intéressants. Donc je vais terminer ça, je ne sais pas, je crois que Pénélope va essayer de le reprendre un petit peu ce soir, mais elle n'est pas très très motivée, je peux comprendre, hein, quand on n'a pas beaucoup de temps pour lire et pas beaucoup d'envie, lire ce genre de truc, c'est peut-être pas indiqué, même si ça se lit bien, c'est pas fou. Donc voilà. En revanche, hier, j'ai avancé le dernier tome des récits du Demi-Loup de Chloé Chevalier et je me suis arrêtée quasiment pile à la moitié parce qu'il se passe quelque chose et que je suis dans le déni, je ne veux pas assister à cette scène qui a l'air absolument inévitable, donc je l'ai reposée et je suis partie lire Ariane, histoire de rester dans le déni un petit peu plus longtemps. J'appréhende ce moment, je suis pas certaine que ça se passe comme je pense que ça va se passer, mais même si ça se passe pas comme ça se passera pas bien. Dans tous les cas, c'est une situation qui pue au possible, donc voilà, c'est très chouette, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup, je suis toujours à fond dans cette histoire, je trouve ça extrêmement bien écrit, extrêmement intelligent et surtout je suis assez admiratif de la capacité qu'a Chloé Chevalier à nous mettre en empathie avec les personnages, vraiment tous les personnages, même ceux qui sont plus détestables que les autres. En fait, il n'y en a aucun qui est parfait, il n'y en a aucun qui est adorable, il n'y en a aucun
pour lequel on approuve à 100% les actes. Tous ont leur part d'égoïsme, tous ont leur part d'émotion, de sentiments, de, comment vous dire ça, de faiblesse aussi, et leur moment de sacrifice, c'est assez bien fait, c'est très bien fait en fait, hein. Vraiment, je suis à fond dedans, mais j'avais besoin de ce petit moment de déni. Donc voilà, c'est tout pour ce petit point lecture, rien d'autre de particulier, je n'ai rien reçu à vous montrer, je n'ai rien lu d'autre. Donc voilà, je vais aller lire tout simplement. Je vous reprendrai probablement demain, j'aurai sûrement aussi plus de temps, je ne sais pas, nous verrons, pour vous faire un point lecture. Donc je vous dis à plus tard. On se retrouve, nous sommes mercredi 16 octobre. Je viens faire un petit point assez rapide, je pense, puisque j'ai rien terminé, mais par contre je suis allée à la médiathèque, donc j'ai des choses à vous montrer. J'ai avancé avec Pénélope la lecture d'une valse pour les grotesques, puisqu'on a lu 11 chapitres. Attendez, je vérifie. Ouais, et un interlude. Non, 10 et un interlude. Donc on est page un peu plus de 150, voilà, à peu près là. Ça avance tranquillement, c'est très chouette, c'est très prenant, c'est réussi. J'ai pas grand chose à ajouter pour le moment. Je vais juste me laisser porter. Je pense que je vous en reparlerai uniquement s'il y a vraiment quelque chose à noter, ou à la fin, mais vraiment je voulais quand même vous dire que c'est toujours aussi plaisant, je n'oublie pas, on l'avance tranquillement. Ensuite, avec Emmeline, on a attaqué la lecture de Roi sorcier de Martha Wells. J'ai lu 2 chapitres, si je ne dis pas de bêtises. Oui, j'ai lu 2 chapitres, c'est le tout début. Ça démarre in media stress, donc c'est plutôt cool, hein. Il n'y a pas de temps mort, on y va direct sur le réveil du prince démon Caïstéron et de son amie Zied, qui est sorcière, et j'ai pas grand chose à en dire parce que c'est le début, ça s'installe, mais ça démarre plutôt sur les chapeaux de roue, donc ça c'est plutôt pas mal. On n'est pas sur quelque chose d'aussi compliqué à suivre que pouvait l'être la chute d'Ilrien, donc je suis contente, je vous en reparlerai. C'est un service de presse que j'ai reçu de la part de la Talente, que j'aimerais bien ne pas laisser traîner, donc je vais essayer d'avancer ça tranquillement aujourd'hui. C'est tout pour le point lecture. J'ai avancé aussi les récits du demi-loup, mais je vous en reparlerai, je pense, quand j'aurai terminé, parce que ça va pas tarder, je pense que je vais bientôt le terminer. Donc voilà, petit point lecture très rapide. En gros, tout avance plus ou moins rapidement, et jusqu'à présent tout se passe bien, tout simplement. En revanche, comme je vous disais au début, je suis allée à la médiathèque, puisque comme je sais pas quand les choses vont changer, etc., je voulais quand même qu'on se réinscrive à la médiathèque, donc on l'a fait, et j'ai emprunté des bouquins. Voilà. Pour mon fils, on a pris Fils de sorcière de Pierre Bottero, parce que c'est Pierre Bottero, et que c'est un format... vraiment, je pense qu'il va lire ça très très vite, le connaissant, et je pense que ça peut lui plaire. J'ai très envie qu'il découvre la plume de Pierre Bottero, donc je pense que ça peut être une très chouette porte d'entrée, très jeunesse. Peut-être que je le lirai avec lui, comme ça sera l'occasion aussi pour moi de découvrir un ouvrage de Pierre Bottero. Ensuite, je me suis pris quelque chose, je sais pas si je vais réussir à le lire, je sais pas ce que je vais faire, mais j'hésitais un peu à enchaîner Ariane avec ceci, c'est Electre, de la même autrice, puisqu'on m'a dit qu'Electre était bien meilleur, et que je me dis que c'est peut-être l'occasion. D'autant que si ça se lit aussi bien qu'Ariane, ça peut se lire vite, donc je sais pas si j'aurai le temps, mais je l'ai pris dans le doute et on verra bien. Je vais essayer de faire ça, j'aimerais bien honnêtement, donc voilà, on verra ce que j'arrive à faire ou pas. Au pire, c'est tout l'intérêt de la médiathèque ou de la bibliothèque, c'est que si je le lis pas, je le ramène et c'est pas grave. Et enfin, j'ai pris 2 ouvrages pour faire une vidéo spéciale. C'est l'une d'entre vous qui m'a suggéré cette idée. Quand je vous ai fait mon point saga, je vous ai dit qu'il y avait 6 sagas qui étaient un peu en suspens, parce que je ne voulais pas acheter la suite, parce que j'avais pas assez aimé pour acheter la suite. Et comme je suis allée à la médiathèque et qu'il y avait 2 de ces tomes, 2 sur 6 dont j'ai parlé, je les ai empruntés et je vais faire une vidéo comme me l'a suggéré cette personne, je suis désolée, je me souviens plus qui c'était, qui me disait tu peux essayer de lire le début et voir si tu continues ou si tu abandonnes, et faire un vlog spécial est-ce que j'abandonne ces sagas en gros. Donc j'ai pris le tome 2 des Porteurs de C. Cueva, voilà, et j'ai pris le tome 3 de Mal d'Aurore de Philippe Lécheur-Meyer, ou Lécœur-Meyer, je ne sais pas. Autre nuit. Donc voilà, je vais commencer avec ça. L'objectif ici pour moi, ça va être d'essayer de les lire, de me fixer peut-être un pourcentage de lecture et de voir si j'ai envie de continuer ou d'abandonner. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer et nous verrons bien. Et j'ai vu qu'à la bibliothèque, les autres y étaient aussi a priori. Je me souviens plus, mais je crois qu'ils y étaient aussi. Donc je vais commencer par ces 2-là. Je vais faire un vlog dédié
et on verra bien. Dites-moi si l'idée vous plaît. Est-ce que c'est sympa comme concept de vlog? Moi j'aime bien regarder ça, mais je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc ça on va voir, et puis les suites de saga, je ne sais pas, écoutez, on va essayer. Après tout, surtout que ça pourrait me faire terminer une saga, puisque c'est par exemple Maldoror, c'est le dernier tome, Les Porteurs c'est le deuxième, donc ça va vraiment être décisif pour moi, parce qu'après il y en a encore un à lire. Et puis après j'ai aussi Vie Schwab, j'ai Mémoire de la forêt, enfin j'ai encore 4 autres sagas, donc on verra ce que je fais ou pas et comment j'arrive à le faire. Je suis désolée si vous entendez les enfants en fond, mais ils discutent entre eux. Bref, donc je vais vous laisser pour ce petit plan. J'ai reçu plein de trucs aujourd'hui. J'ai acheté des livres aussi hier. C'était un peu... Voilà. Mais on en reparlera plus tard parce que là, je sens bien que ça s'impatiente de l'autre côté de l'écran pour vous. Donc je vais vous laisser et puis je vous reprendrai demain et on fera un petit point. Peut-être que je vous montrerai ce que j'ai acheté, même si vous le verrez dans le Book Haul Book Mail, mais voilà. Donc, je vous laisse pour ce point lecture, emprunt médiathèque, et puis on se reprend demain si tout va bien. Coucou, on se retrouve, donc nous sommes jeudi 17 octobre, si je dis pas de bêtises. Je viens faire 2 petits points lecture puisque j'ai terminé un livre. J'ai avancé 2 livres en réalité, mais bref. Donc, j'ai terminé Ariane de Jennifer Saint et qu'est-ce que je peux vous en dire? C'était pas une mauvaise lecture. C'était pas mauvais. En tout cas, je trouve pas. Moi, personnellement, que c'était... Voilà, je trouve pas que ce soit un mauvais livre. Mais si vous êtes quelqu'un qui avait déjà lu beaucoup de réécriture mythologique, assez engagé... Voilà, c'est pas incroyable, c'est pour moi un livre, je sais pas moi, 6 sur 10, vous voyez, c'est un peu plus que la moyenne, mais pas ouf. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'il y avait des choses intéressantes, mais qui n'ont pas été assez creusées à mon sens. Il y avait des choses que j'ai trouvées bof. Le problème, c'est que 80% du bouquin est très factuel et il n'y a pas d'engagement en fait de la part de l'autrice. Ça fait vraiment presque chronique, si vous voulez. Et du coup... voilà, c'est pas incroyable. Ce que j'ai apprécié en revanche, c'est que Jennifer Saint lit extrêmement bien le sort de Phèdre et de sa sœur Ariane et qu'on suit les deux. Et en fait, ça aurait pu s'appeler Ariane et Phèdre, hein, parce qu'on suit quand même vachement Phèdre presque autant qu'Ariane. Ça, c'était intéressant parce que je trouve ça chouette d'écrire l'histoire des 2 sœurs, d'autant que leur destin est quand même assez liés. Donc ça, c'était plutôt intéressant, mais encore une fois, malheureusement, on passait d'un point de vue à l'autre de manière assez sommaire et c'était pas très très creusé. Qu'est-ce que j'ai aimé sinon? J'ai trouvé que la toute fin, le dernier chapitre ou les 2 derniers chapitres étaient plutôt chouettes et intéressants parce qu'il y avait un espèce de regard très d'actualité sur, et quand je parle d'actualité, je parle de l'actualité française, hein, notamment avec le procès de Mazan. Donc très d'actualité sur les hommes et les hommes que l'on pense connaître et ce qu'on peut découvrir d'eux ensuite. Donc ça, c'était plutôt intéressant. J'ai trouvé qu'il y avait des pointes qui auraient mérité d'être creusées, des pointes comment vous dire, très psychologique qui était chouette, par exemple par rapport à Phèdre et par rapport à son mariage, etc. Il y avait des trucs qui étaient sympas aussi par rapport à Ariane et sa relation avec Dionysos, mais malheureusement c'était trop fugace, c'était pas assez creusé et c'était dans l'ensemble très factuel. C'était pas hyper féministe, même si on peut pas dire que c'était totalement pas féministe, parce que il y a quand même, on sent bien quand même que l'autrice a des pensées qui sont plutôt du côté du féminisme par rapport à certaines remarques ou certaines pensées qu'ont les protagonistes féminins, notamment autour de l'éducation des garçons, qui aussi était un point qui aurait été génial si ça avait été creusé, puisqu'il y a tout un passage où Phèdre parle d'Hippolyte, le fils illégitime de Thésée, le roi d'Athènes, qui est l'époux de Phèdre, je sais pas si vous suivez, mais voilà. Et donc Hippolyte débarque en Grèce, à Athènes, et dit à Thésée, je suis ton fils. Donc Thésée l'accueille chez lui. C'était hyper intéressant parce que l'éducation des garçons qui est évoquée aurait pu être un point
passionnant à développer puisqu'elle observe Hippolyte qui est ce qu'il est et il est en fait c'est un bon garçon, il est gentil, il est très honnête, il est très franc, il n'est pas du tout dans la surenchère, dans regardez mes gros muscles, regardez ce que je sais faire, je suis le meilleur, pas du tout, c'est l'opposé de son père. Et elle parle donc de cette éducation qu'il a reçue par les Amazones puisque c'est le fils de Thésée et d'une Amazone, il a été élevé par les Amazones et donc on compare l'éducation d'Hippolyte reçue exclusivement par des femmes guerrières, femmes qui ne se laissent pas faire mais qui n'ont pas d'esprit de conquête, qui ont vraiment un esprit très c'est une communauté à part entière et en opposition à Thésée en fait et la société grecque de manière générale. Et voilà, il y a vraiment des pointes de choses intéressantes, mais qui sont absolument pas développées. Et c'est très dommage, d'autant que ça se noie dans 80% de ce bouquin où, voilà, on fait les chroniques de vie d'Ariane et de Phèdre. Donc bon, c'était intéressant, il y avait des choses intéressantes, c'est juste dommage, comme je vous disais, que c'était trop pas subtil, mais trop léger, tout simplement. Même le rapport avec Dionysos était intéressant parce que Dionysos, c'est pas forcément un dieu guerrier, c'est pas forcément un dieu qui est le plus vénéré. Donc il y avait aussi quelque chose autour de ça qui était très chouette et très intéressant, mais pas suffisamment creusé, trop à la fin en fait. Donc voilà, c'est un livre à 6 sur 10, en gros, voilà, ça veut dire un peu meilleur que médiocre dans le sens moyen, mais pas incroyable. Voilà, donc je n'en ai rien d'autre à dire, c'est pas une franche réussite, c'est pas non plus une totale déception, même si j'espérais un petit peu mieux, mais en même temps on m'avait suffisamment prévenu pour que je ne sois pas franchement déçue. Au demeurant, ça se lit très bien, c'est hyper fluide, ça se lit tout seul, vraiment pas de soucis de ce côté-là. Du coup, je vous avais dit hier, j'ai Electre qui est là, je pense que je le tenterai. Parce que je suis curieuse et que j'ai vu que en fait plein de gens avaient plus aimé Electre. Bref, en revanche, ce matin, j'ai avancé Roi sorcier de Martha Wells. J'ai lu jusqu'au chapitre 4 en sachant qu'entre les chapitres, il y a des bouts de passé. Donc voilà. Donc ça représente un peu plus de 100 pages, 108 pages, voilà, avec exactitude 108 pages sur 450. Donc je commence un petit peu plus à rentrer dedans, évidemment par rapport à la dernière fois où j'avais lu que 2 chapitres, c'est relativement prenant honnêtement, parce que on est, comme je vous disais, in medias res, on ne tergiverse pas, on démarre avec Caïstéron qui se réveille, qui découvre qu'il est enfermé dans un tombeau avec Zied, et tout de suite ça s'enchaîne, et il cherche à retrouver la femme de Zied, qui est donc, je sais plus comment elle s'appelle, Taren, et donc ça s'enchaîne hyper vite, et on apprend très rapidement, grâce à un 3e personnage qui est placé là, enfin qui se retrouve là un peu par hasard, plein de choses sur le fonctionnement de cet univers. C'est assez bien fait parce que c'est pas trop grossier, c'est pas trop lourd, il n'y a pas trop d'info dump, donc ça se fait assez naturellement, notamment grâce au passage du passé qui apporte aussi des éclaircissements sur tout ça. Donc c'est plutôt prenant, c'est un début assez réussi je trouve. Honnêtement, j'ai dû m'arrêter parce que la vie, mais j'aurais bien continué. Donc je vais voir avec Emeline où elle en est. Je pense que je vais juste aller jusqu'au chapitre 5, donc lire la petite quinzaine de pages qui parlent du passé. Et après, j'attendrai Emeline parce que je pense pas qu'elle ait autant avancé hier, mais il faut que je lui demande. Peut-être que si. Donc voilà, début très réussi, très prenant. J'ai pas grand-chose à en dire parce qu'encore une fois, c'est que le début. Mais honnêtement, c'est assez riche, c'est assez intéressant dans l'univers. Il y a ces histoires de démons qui sont arrivés de l'inframonde et qui sont un peu bloqués sur Terre pour des raisons que je vous laisserai découvrir. Il y a ces sorcières aussi qui sont en fait des enfants de démons qui ont copulé avec des humains, des humaines, mais pas sous forme démoniaque, sous forme humaine, donc ça a créé les sorcières. Enfin, il y a quand même un univers assez riche, assez prenant, enfin c'est plutôt chouette ce début, donc je continue ça avec beaucoup d'intérêt, je vous en reparlerai, j'aimerais bien le terminer très rapidement, pour pas vous cacher, parce qu'il est sorti il y a un certain temps maintenant, enfin il n'y a pas si longtemps, mais il y a bien 3 semaines, et j'ai pas envie de le laisser traîner. J'ai presque terminé le 4e volume des récits du Demi-Loup qui
pareil, est très prenant parce qu'on a beaucoup d'éclaircissements. La construction, en fait, toutes les constructions de chacun des tomes des récits du Milou sont assez différentes. Il n'y a pas de constante dans la manière dont les livres en eux-mêmes, je veux dire le format livre à livre, sont construits, et c'est quelque chose que je trouve plutôt chouette et assez original, je dirais même assez osé de la part de l'autrice. Donc la construction de ce volume 6, c'est que jusqu'à la moitié, on suit le fil linéaire de l'histoire avec principalement deux suivantes et un troisième protagoniste qui est lié à ces deux suivantes, et donc on suit l'histoire en variant un peu de point de vue en fonction de, voilà, parfois on revient un peu en arrière et on voit le même point, la même action d'un autre point de vue, parfois ça avance, voilà, c'est somme toute relativement linéaire, et à partir de la moitié il y a une cassure assez nette, et là on va être dans un récit a posteriori, et une autre forme de récit que je veux pas trop vous dire pour pas trop vous spoiler, mais en gros sur différentes temporalités. Donc on est à la fois 25 ans plus tard avec ce récit a posteriori qui est très intéressant parce qu'il permet de revenir sur des choses qui se sont passées dans la première moitié pour lesquelles on n'avait pas forcément d'explication, et c'est plutôt réussi, je trouve. Et on a cette deuxième manière de faire un récit qui est aussi un récit a posteriori, un peu sous forme de questions-réponses, mais je vais pas plus vous en dire, qui est quelque part entre la fin de la moitié quand on s'est arrêté à certains événements et c'est 20 ans plus tard. Donc voilà, il y a une construction qui est assez comment vous dire, intéressante, parce que ça donne à la fois au début des points de vue en direct, j'ai envie de vous dire, et à la fois ensuite des points de vue sur le retour, sur l'arrière, sur ce qui s'est passé, mais à différents moments. Donc évidemment avec 20 ans d'écart, la manière de raconter n'est plus la même que si ça s'est passé il y a 2 ans, vous voyez. C'est extrêmement réussi. Moi j'aime beaucoup la manière dont l'autrice construit ses récits, choisit de mener son rythme, son histoire, et en fait c'est assez déstabilisant, mais dans le bon sens du terme. Donc je suis très très prise par ce livre, mais le fait est que je le lis avant de dormir, donc je n'avance pas autant que je pourrais l'avancer si je le lisais en journée, ou voilà. Enfin, en même temps je vous dis ça, mais la journée aussi je peux pas lire autant que je veux, mais soit. Donc je vais continuer ça avec beaucoup d'intérêt. Je pense que ça sera très clairement terminé pour clôturer le vlog, d'autant que je dois absolument attaquer la dernière saison de Selim. J'ai même pas regardé où en était la LC. Je voulais vraiment terminer les récits du Demi-Loup et pas m'éparpiller, mais j'aimerais bien rattraper les filles, donc il faut que je me bouge, il faut que je regarde où elles en sont, est-ce qu'elles ont commencé, est-ce qu'elles ont avancé ou pas. Il faut que je me penche là-dessus parce qu'en ce moment, je rame un petit peu avec les LC. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, hier en l'occurrence plutôt, mais aujourd'hui aussi je pense pas vous reprendre plus tard dans la soirée, mais voilà, c'est plutôt cool, je suis assez contente. Du coup mon objectif sur ces prochains jours, je sais pas quand je vous reprendrai parce que je peux pas forcément faire comme je veux, mais voilà, c'est bien évidemment de bien avancer Roi Sorcier, et puis terminer les récits du Demi-Loup, et de fait reprendre la harpiste des Terres Rouges. Ça me semble un projet plutôt pas trop mal. On va voir ce que j'arrive à faire ou pas, parce que voilà, les LC, on se suit un peu et donc on prend le temps, même si j'ai demandé pour Ariane, je le disais à l'origine avec Pénélope, je lui ai demandé si ça la dérangeait si je le terminais, mais elle était pas dedans et pas très motivée, donc elle m'a dit que je pouvais y aller, et voilà. Donc je ne sais pas comment ça va se passer pour le reste de mes LC. Bref, je vais vous laisser pour ce petit point. Je vous reprends peut-être demain, au pire samedi, pour clôturer dans tous les cas. J'espère que j'aurai réussi à terminer au moins un livre d'ici là, peut-être avoir sorti des mangas, parce que là j'en ai plein à lire. Voilà, mais on reparlera de tout ça plus tard. Donc je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour vous.
Coucou, nous sommes samedi, je reviens pour clôturer le vlog puisque je ne l'ai pas fait avant. Il est assez tard donc je vais essayer d'être assez concise. J'ai terminé une lecture qui n'était pas ce que j'avais prévu mais ça s'est fait comme ça, écoutez. Donc j'ai terminé la lecture de La harpiste des terres rouges d'Aurélie Wellenstein que j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé, je trouvais ça très chouette. Alors... Le résumé est un petit peu long, mais je me sens pas de le faire moi-même, donc je vais vous lire ce qui est derrière. Nakarat est un vaste territoire rouge, aussi riche que dangereux. Les colons y rêvent d'or et de magie, tandis que les chasseurs de primes pourchassent les monstres pour revendre leurs organes. Se greffer, c'est acquérir un pouvoir aléatoire aux effets parfois dévastateurs. Mais au cœur de ces nouveaux états subsiste une région inexplorée. Symphonie est le domaine de la harpiste, une créature de cauchemar qui soumet ses adversaires par la musique. Elle fait de la mort et de l'asservissement des spectacles dont elle se délecte. Abraham sait qu'elle retient son frère, parti quelques années plus tôt, tenter sa chance dans le Nouveau Monde. Sur les traces de son aîné, il s'enfonce à son tour dans Symphonie. Le temps presse, le pistolero va devoir se faire des alliés de taille s'il veut espérer revoir Jarod vivant. Voilà, c'est un résumé qui ne spoile absolument rien et qui est plutôt chouette, donc autant que je vous lise ce qui est dit plutôt que j'en fasse un qui soit confus. Donc vous l'aurez compris, nous on suit principalement Abraham qui veut retrouver son frère Jarod avec qui il vivait sur le continent je crois, je sais plus, bref en tout cas de l'autre côté de la mer quand ils étaient enfants. Ils sont tous les deux enfants d'une femme qui servait une riche famille. Jarod est parti à l'aventure, Jarod a disparu et Abraham apprend par une lettre d'une jeune femme qui est revenue de Symphonie que Jarod est prisonnier de la harpiste. Donc il va partir pour sauver son frère. C'était un très bon livre, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que je peux vous en dire, parce que c'est comme toujours avec Aurélie Wellenstein, c'est beaucoup de choses, beaucoup de choses, c'est hyper riche. Je peux déjà vous dire que j'ai trouvé que la plume était très bonne, très réussie, j'ai beaucoup aimé. Le rythme aussi, on a un rythme un peu particulier avec une espèce de première partie qui installe un certain climat et à 50% on a un basculement quasi total dans l'ambiance et j'ai trouvé ça plutôt chouette, plutôt réussi. Je pense que je m'attendais un peu plus à ça qu'à autre chose parce que ça correspond plutôt bien à ce que je connais de la plume d'Aurélie Wellenstein. J'ai quand même lu quelques-uns de ses bouquins, j'ai dû en lire 5-6, donc j'ai pas été étonnée et j'ai pas été déçue non plus, j'ai trouvé ça plutôt chouette. On a une bonne mesure dans un peu tout en fait, à la fois dans les thématiques abordées et l'histoire en elle-même qui est prenante pour ce qu'elle est, et j'ai beaucoup apprécié, beaucoup aimé ici, encore une fois me direz-vous, parce que c'est en fait je pense plus ou moins toujours le cas chez l'autrice. Les personnages sont extrêmement attachants avec ce qu'ils ont de fêlures, j'allais dire de points faibles. Oui, est-ce qu'on peut reprocher leurs points faibles aux gens? Non, mais c'est très finement ciselé, je trouve, en termes de création des personnages. J'ai trouvé que le personnage d'Abraham était très réussi parce qu'il est vraiment très humain et dans le bon sens du terme en fait. Il est plein de compassion, mais tous les personnages étaient intéressants. J'ai trouvé que l'autrice arrivait très bien à créer des personnages qui n'étaient pas stéréotypés, et ça c'est cool, si ce n'est les stéréotypes que leur assigne la société. Sinon en eux-mêmes leur personnalité était réussie parce que c'était différent de ce à quoi on peut avoir l'habitude peut-être, c'est-à-dire que voilà, on a un personnage féminin qui est très fort qui fait pas semblant de l'être, hein, qu'il est vraiment, qui a vécu pas mal de choses difficiles mais qui comment vous dire, s'affranchit de tout ça. Et j'ai trouvé que tout le passage qui relatait un petit peu son passé et sa vie était très intéressant, bien que très dur. On a vraiment des personnages qui ont des fêlures et c'est pour ça qu'ils se retrouvent à vouloir fuir leur vie pour ce nouveau monde qui est plein de promesses, mais en même temps qui est aussi plein de violence et de difficultés. Et il y a toute une réflexion évidemment sur le colonialisme, sur voilà, le fait de s'approprier un territoire et d'exterminer tout ce qui existe dessus. Et on en vient évidemment aussi à la protection environnementale et les animaux. Bref, c'était très réussi, c'était très chouette. Tous les messages passent très bien, comme toujours avec l'autrice. Comme toujours, il y a aussi cet aspect très métaphorique de tout ce qui se passe
passe qui est difficilement interprétable. Du moins, je ne me sens pas de vous livrer mon interprétation parce que je pense que chacun peut avoir la sienne et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que il y a le niveau de lecture numéro 1 qui est très accessible et très évident, mais il y a tout ce niveau de lecture beaucoup plus métaphorique qui est propre à chacun et je préfère que vous fassiez votre propre interprétation et votre avis sur la question. Et j'ai trouvé, encore une fois, je réfléchis parce que il y a des livres que j'ai plus ou moins aimés de l'autrice évidemment, mais ça m'a un peu fait penser au Désert des couleurs par pas mal d'aspects et notamment l'aspect poétique. Je trouve que malgré les violences, malgré les horreurs, malgré la dureté de ce texte, parce que Aurélie Wellenstein écrit quand même toujours, je pense, des textes assez durs et violents avec pas mal de trigger warning, malgré tout ça, il y a quelque chose d'hyper poétique en fait, c'est hyper beau, c'est hyper je sais pas, il y a quelque chose dans sa plume qui est très sensoriel mais poétique en fait. Typiquement on va avoir pas mal de passages qui parlent de chevaux, qui est l'une des passions de l'autrice. Elle vous transmet l'amour qu'elle a pour ces animaux avec beaucoup d'efficacité et de justesse et elle a une capacité je trouve à, j'allais dire humaniser les animaux, mais c'est absurde, on s'entend comme raisonnement, mais je veux dire à faire des animaux des individus en fait, tout simplement, et c'est quelque chose que je trouve vraiment réussi et important de considérer les animaux comme des individus à part entière, qui ont des besoins, qui ont besoin d'être respectés, qui ont leur vie à eux propre et c'était très très chouette. Concernant les trigger warnings, il y en a beaucoup en termes de violence physique, de torture, de mutilation en tout genre, de meurtre, de violence sexuelle aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de violence, mais de mémoire, ou alors ça ne m'a pas particulièrement marqué, il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de passage de torture animale, etc. Même si il y a des passages où on se retrouve plus ou moins, mais je vais pas forcément plus détailler, à ressentir ce que ressent un certain cheval et que du coup on ressent toute l'absurdité et l'injustice du traitement que nous humains avons des chevaux, à savoir les utiliser comme des instruments, comme des instruments de guerre, comme un moyen de locomotion et compagnie, et c'est assez dur en fait parce que c'est de la violence ordinaire, hein, j'ai envie de vous dire, c'est ce que vivent plein de chevaux tout le temps et ça reste, même si c'est pas de la violence, de la torture et compagnie, c'était très dur en fait. C'était douloureux de ressentir toute cette injustice et bref, mais c'était très bien fait et c'était très important et elle passe des messages très importants et j'ai beaucoup aimé. Je vous le recommande si vous vous sentez capable de lire quand même un texte qui est assez sombre. Je reviens brièvement sur l'ambiance western qui de base n'est pas du tout mon truc, mais là c'était juste la bonne mesure pour moi qui suis pas une grande fan. Ça veut dire qu'il y avait ce qu'il fallait sans que ce soit trop et c'est pas cliché. Il y avait quelque chose qui était dans le vrai plutôt que dans le cliché et c'était chouette. Donc vraiment très très bonne lecture, c'était un très bon bouquin. Je suis très contente de retrouver la plume d'Aurélie Wellenstein avec cet ouvrage et de retrouver peut-être un peu une sorte de renouveau, je pense. Peut-être que le fait d'avoir changé de maison d'édition permet aussi ce renouveau et permet de voir les choses un peu différemment parce que forcément la correction éditoriale est différente, etc. Donc je trouve que tout en reconnaissant très bien la patte de l'autrice, il y a quand même une espèce de renouveau. Donc c'était très très cool, vraiment très bonne lecture, très très réussie. Donc voilà, ça c'est tout. J'ai quasiment terminé Véridienne, il doit me rester 5% à lire, mais ça sera pas pour ce soir parce que je suis fatiguée et que de toute façon je ne me sens pas de parler de ça dans la foulée parce qu'il faut que je le termine et après il faut que j'en parle. Et vraiment c'est un trop gros morceau pour ce soir donc on en reparlera lundi. Mais petit spoiler, j'adore, c'était génial, voilà. Donc c'est tout, je n'ai rien avancé d'autre, voilà, écoutez, on fait comme on peut, j'ai réussi à terminer le Aurélie Wellenstein, je suis très contente, mon objectif pour demain, ça va être juste d'avancer le plus possible le Roi sorcier de Martha Wells et d'avancer le plus possible la dernière saison de Selim, donc voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi.
dans ma semaine de lecture. C'était une très chouette semaine de lecture, j'en suis très contente. J'ai monté tout jusqu'à maintenant, il me reste que ce fichier à mettre, donc c'est ce que je vais aller faire avant de me coucher pour l'exporter pour qu'il soit en ligne demain matin. Je tenais, avant de vous laisser, à vous remercier pour votre soutien parce que j'ai vu que plein d'entre vous en fait avaient fait l'effort de laisser des commentaires, parfois d'en laisser plusieurs et tout. C'est trop mignon de mettre plusieurs commentaires à la suite plutôt que de faire un seul commentaire. C'est vraiment trop chou, c'est adorable, c'est gentil. J'apprécie énormément votre soutien et votre gentillesse et le temps que vous prenez pour commenter, pour me dire des choses, pour discuter, pour répondre et tout. C'est vraiment absolument adorable. Voilà, c'est tout. Je vais maintenant vous laisser. Donc je vous souhaite à tous et toutes un très bon dimanche, une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la semaine à 1000 et peut-être des daily vlogs. Je n'ai pas encore décidé, je déciderai de ça demain. Nous verrons, mais peut-être, c'est possible, c'est une possibilité. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!